Nous avions évoqué, Charlotte Dornelas, le dossier de la Nouvelle-Calédonie il y a quelques mois au moment des émeutes. On en avait beaucoup parlé, mais ces derniers jours, plus personne n'en parle. Alors, on va revenir et se replonger dans ce dossier, d'autant plus qu'il y a une déclaration, l'idée d'une déclaration unilatérale d'indépendance qui traîne en ce moment et qui serait donc le 24 septembre. Qu'est-ce qui se passe concrètement en Nouvelle-Calédonie? Il se passe honnêtement des choses depuis plusieurs mois. Alors on en avait parlé, vous l'avez dit, au mois de mai, mais qui ferait la une non-stop de l'actualité si c'était en métropole. Or, il se trouve qu'aujourd'hui encore, peut-être, la Nouvelle-Calédonie est une partie de la France. Donc c'est absolument stupéfiant de voir ce qu'il se passe aujourd'hui là-bas. La date du 24 septembre, vous l'avez dit, elle n'est pas du tout anodine. En Nouvelle-Calédonie, c'est un jour férié, le 24 septembre, puisqu'en 1853, c'est le jour officiellement où la France prend possession de la Nouvelle-Calédonie. Et dans la foulée des émeutes qui ont éclaté, donc c'était le 13 mai dernier, on s'en souvient pour des raisons, vous savez, de corps électoral et de questions institutionnelles sur lesquelles on ne va pas revenir maintenant. Le président de l'Union calédonienne, qui est un des partis indépendantistes radicaux en Nouvelle-Calédonie, avait fait un discours vraiment dans la foulée du début des émeutes, dans lequel il annonçait cette déclaration unilatérale d'indépendance. Alors à l'époque, ça avait été considéré comme une provocation au milieu de toutes les provocations. Il y en a qui étaient urgentes sur le terrain, notamment des provocations sécuritaires, enfin des affrontements sécuritaires très forts. Ça a un peu disparu dans les débats ces derniers mois et depuis un mois, il y a un énorme regain sur cette déclaration unilatérale d'indépendance, notamment dans les discours, et qui fait craindre en effet le retour notamment de la violence à une partie de la population. Certains fuiraient même Alors par c'est rapport à ça. cette date. Non, mais on va y venir parce que c'est extrêmement important. Le camp indépendantiste, aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, est divisé sur cette question précise, sur la manière de faire. Pas sur la revendication, notez bien, sur la manière de faire. Ils expliquent que cette action unilatérale ne convient pas aux règles internationales qui régissent ce processus d'indépendance. D'un autre côté, vous avez plusieurs autorités coutumières locales, des autorités qui ont été légitimées par les accords de Nouméa en 98, puisque la France a créé un Sénat coutumier en Nouvelle-Calédonie, et donc ces autorités coutumières, elles sont légitimes en Nouvelle-Calédonie. Or, beaucoup ont rejoint cette volonté du processus d'indépendance unilatérale ces derniers jours. Donc si le 24 septembre, ces autorités reconnues comme légitimes déclarent l'indépendance, comment seront-elles considérées par l'État français? Première question qui évidemment aura des conséquences, vous pensez bien, sur le terrain, d'autant qu'Emmanuel Macron, au moment des émeutes, des violences, donc en mai-juin en Nouvelle-Calédonie, avait dit qu'il rassemblerait toutes les forces politiques pour discuter de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie fin septembre. 24 septembre, fin septembre, toutes les forces politiques, dont celles qui auraient déclaré l'indépendance quelques jours plus tôt. Ça paraît compliqué, évidemment, ça va compliquer les discussions à venir. De l'autre côté, dans le camp loyaliste, cette fois-ci, il y a une crainte immense, celle de la reprise ou de la continuité des émeutes, des violences, qui étaient destinées d'abord à détruire tous les échanges, évidemment, sur l'avenir institutionnel de l'île, et à faire fuir la population indésirée, c'est-à-dire la population non indépendantiste, réduite à la population non kanak, c'est-à-dire les Blancs. Souvenez-vous, à l'époque, tous les représentants là-bas avaient dit qu'il y a un racisme anti-blanc qu'on connaît depuis des années, mais là qui se déchaîne absolument en Nouvelle-Calédonie, les Blancs étant tous les non-kanaks. C'est très large comme définition. Et concrètement, qu'est-ce qui pourrait se passer le 24 septembre vraiment? Il y a des actions symboliques qui sont prévues. Depuis 2011, sur toutes les institutions, les mairies, vous avez 2 drapeaux. Le drapeau français, le drapeau de la Kanaki, qui sont sur toutes les institutions. Ils ont promis de baisser ces drapeaux-là. Ensuite, il pourrait y avoir la mise en place d'un gouvernement transitoire qui gère toutes les régions où les indépendantistes sont majoritaires. Ça avait été déjà le cas pendant ce qu'on appelle en Nouvelle-Calédonie les événements en 84-85, c'est-à-dire une guerre civile bien réelle. Et ensuite, il y a évidemment la crainte de la reprise de ces violences. La seule chose qui rassure les loyalistes aujourd'hui, c'est que la présence des forces de l'ordre n'est pas du tout la même que le 13 mai. Il y a aujourd'hui 4000 hommes, 4000 forces de l'ordre, gendarmes essentiellement et policiers, qui sont présents en Nouvelle-Calédonie. Et beaucoup m'ont dit c'est la seule chose qui fait tenir la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, c'est cette présence-là. C'est peu, quand même. Alors, les émeutes terminées, on a eu l'impression que tout était rentré dans l'ordre. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Alors, d'abord, sur un plan sécuritaire, le bilan des émeutes du mois de mai, c'est 11 morts, dont 2 gendarmes,
des centaines de blessés et au moins 2,2 milliards d'euros de dégâts matériels. Ce qui est évidemment monstrueux déjà en soi, et évidemment pour la Nouvelle-Calédonie à assumer. Milliards. Alors, le calme est revenu globalement sur l'île. Mais il y a encore des points dans l'île. Alors, je ne vais pas vous citer les endroits et le débat géographique sur la Nouvelle-Calédonie, mais il y a certaines routes qui sont bloquées, certaines personnes qui sont encore braquées, sorties de leur voiture, dénudées et braquées avec des armes sur les routes. Vous avez des parties de la Nouvelle-Calédonie où les gens sont obligés de prendre le bateau parce qu'ils ne peuvent pas passer par les routes parce que c'est trop dangereux. Et samedi, non pas dernier, mais celui d'avant, vous avez 2 élus qui ont été poursuivis par des insurgés, qui ont été évacués en hélicoptère sur lequel ils continuaient à tirer. C'est quand même des scènes, objectivement, un peu surréalistes, me semble-t-il. Par ailleurs, il y a une situation économique aujourd'hui qui est absolument dramatique. 50% de chômage dans le secteur privé, des baisses jusqu'à 50% du chiffre d'affaires des entreprises pour celles qui n'ont pas carrément brûlé, sachant que l'État aide les entreprises quand elles perdent plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Vous avez 45% du chiffre d'affaires en moins, vous n'êtes pas aidé. C'est vous dire, si l'État a mis cette barre-là, c'est vous dire la situation de la plupart des entreprises, évidemment. Et par ailleurs, les collectivités et les institutions, on va dire localement, vivent beaucoup d'une fiscalité particulière en Nouvelle-Calédonie. Elles ont perdu pendant la crise 30% de leur recette fiscale. Concrètement, c'est Sonia Baquez, vous savez, qui préside la province sud, là, qui expliquait que elle ne peut plus donner de subventions, plus aucune subvention, plus de financement de la sécurité sociale, plus de factures de tout ce qui va venir, et elle paye encore seulement les salaires, et elle n'est pas sûre de pouvoir le faire dans les semaines qui arrivent. Vous voyez l'enjeu, l'ampleur de la crise. Alors, vous l'avez dit, l'État vient de débloquer 130 millions d'euros, notamment pour combler cette urgence-là, mais évidemment sans investissement. Vous voyez que l'avenir est évidemment compromis. Et une des conséquences recherchées explicitement par la frange indépendantiste qui prévalait dans ces émeutes, c'était la fuite de la population non indépendantiste. Or, par le biais des résiliations de contrats EDF, les autorités ont compris qu'il y avait entre 6 et 7 000 personnes qui avaient déjà fui la Nouvelle-Calédonie dans la foulée de ces émeutes. Et on a par exemple un des hôpitaux localement qui a perdu 40% de son personnel. Donc vous voyez, ça a des conséquences extrêmement graves, évidemment, sur le terrain. Et il y a la crainte, dans les semaines à venir, du départ de dizaines de milliers de personnes qui sont donc non indépendantistes. Et évidemment, comme partout ailleurs, l'enjeu démographique est évidemment immense sur la question. Donc au-delà de la fuite de personnes qui quittent leur domicile du jour au lendemain, évidemment, l'enjeu démographique devrait intéresser la France aujourd'hui. Et tout ça, on n'en entend pas parler. Nous avons par ailleurs appris aujourd'hui, Charlotte Dornelas, que le procureur général s'oppose à un dépaysement du dossier judiciaire qui vise les indépendantistes. Qu'est-ce qu'il en est, en fait, de la réponse judiciaire ? Alors, concernant cette nouvelle, c'est vrai qu'elle est sortie aujourd'hui. C'est 8 personnes qui sont accusées, poursuivies, en tout cas, pour être à l'origine de ces émeutes. À l'époque, notamment, les autorités avaient expliqué que ce n'était pas quelques gamins qui s'étaient rendus dans les rues, qu'il y avait des organisations pour ces émeutes. Et ils sont, tous les 8, accusés de faire partie du CCAT, qui est l'organe opérationnel du parti indépendantiste radical dont je vous parlais tout à l'heure, et ces 8 personnes ont été rapatriées en métropole pour les éloigner en réalité du terrain et donc potentiellement d'émeutes à venir. L'enjeu aujourd'hui, judiciairement, c'est de savoir si oui ou non le CCAT est une organisation criminelle. Alors vous l'avez dit, il y a une demande de dépaysement du procès. Demande qui a été rejetée en effet par le procureur. La demande, elle venait de 2 endroits différents, on va dire. Leurs avocats, évidemment, parce que quand vous n'avez pas vécu ce qu'ont vécu les Calédoniens et notamment les juges en Nouvelle-Calédonie, les magistrats en France et à Paris en particulier, n'ont pas vécu ces violences-là. Vous n'avez pas le même regard sur le dossier, évidemment, que là-bas. Donc on comprend que leurs avocats cherchent évidemment cet aspect-là. Certains juges sont localement en Nouvelle-Calédonie, sont également partisans d'un dépaysement par crainte pour les magistrats qui seraient obligés de prendre les décisions. Donc là, on voit, c'est de la pression pure, évidemment, sur l'exercice serein de la justice. Et plus largement, concernant votre question sur la réponse pénale, elle est extrêmement délicate parce que vous avez 200 personnes. En gros, on comptait à peu près 8000 insurgés le premier soir des émeutes, le 13 mai, et vous avez 200 personnes qui sont aujourd'hui derrière les barreaux. Ce qui manque, ce sont les commanditaires
de ces émeutes et les petites mains, on va dire, des émeutes, donc avec la question de l'impunité. Alors là, c'est la même question que la justice partout, hein. Il y a un nombre de places de prison, il y a une hiérarchie, évidemment, dans la gravité de l'implication. Et le problème, c'est que vous avez beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dehors, alors qu'ils ont participé à des émeutes avec des conséquences assez graves, et qui reconnaissent aujourd'hui être pilotés par l'étranger, notamment par l'Azerbaïdjan, extrêmement présent, et qui préviennent aujourd'hui du risque de contagion à toutes les Outre-mer, parce que ces forces-là étrangères s'intéressent à toutes les Outre-mer. Mais au-delà de toutes ces questions et de toutes ces réalités, demeure une question éminemment politique. Comment concilier des revendications de vie, de propriété, certes, aussi inconciliables, mais de projets de vie tout simplement, avec deux populations qui se disent aussi légitimes sur la terre de Nouvelle-Calédonie, parce qu'évidemment les Kanaks, on ne va pas leur expliquer qu'ils sont illégitimes en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Là, c'est une question éminemment politique et qui, à mon avis, dans l'avenir, risque de secouer un petit peu la France.